effectivement pas un long fleuve tranquille que de réaliser une transition professionnelle. Il serait intéressant qu'aujourd'hui on parle de ces différentes étapes. Si tu veux bien, on va essayer de commencer par le début. Les gens qui viennent nous voir, en général, ils sont le sujet ou la proie d'un certain nombre d'émotions compliquées qui leur donnent envie de passer à l'action, mais en même temps les aident pas à passer à l'action. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, quand on parle de transition ou de, changer de métier, changer de job, changer d'entreprise, d'organisation, que sais-je, il s'agit à un moment donné de dépasser une décision, de prendre une décision et c'est souvent ça qui bloque et c'est bien normal puisqu'on est dans une situation qu'on connaît et on veut aller dans une situation qu'on ne connaît pas donc forcément, c'est pas forcément évident de trancher. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, une décision, qui, dans notre culture, cartésienne est, censée être rationnelle, avec, les tableaux des pour et des contre et cetera qu'on connaît bien. Si on comprend ou si on accepte, et c'est quelque chose qui a été, de plus en plus démontré, notamment en neurosciences et tu bien placé pour le savoir, que, nos décisions ne sont pas rationnelles, mais elles sont émotionnelles et que finalement, c'est avec les émotions qu'on décide, et on se rassure avec des éléments rationnels, et ben, il faut accepter effectivement peut-être de, se dire qu'une décision étant émotionnelle, il faut en passer par une étape, où j'analyse ces émotions. Je suis dans mon job, je suis dans une activité professionnelle, comment je me sens? Je ressens quelque chose qui est de l'ordre de la frustration, du mal-être, heu de la tristesse, de la colère, heu là, ça veut dire qu'effectivement, on peut en faire quelque chose, et que cette analyse de cette émotion, elle est OK, pour pouvoir se mettre en mouvement. Puisque c'est ça qui va permettre, finalement, de décider. Ça veut dire que pour démarrer un processus de transition, il faut savoir s'écouter? Ça veut dire qu'il faut savoir s'écouter et comme, les émotions, c'est pas toujours évident à comprendre et on n'est pas tous égaux face à ce qu'on appelle, heu, depuis quelques années l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire, comprendre finalement ce qu'on ressent. On n'a pas été éduqués forcément comme ça. C'est sans doute intéressant dans ces périodes-là de pouvoir échanger avec des personnes qui peuvent effectivement nous poser des questions et nous faire comprendre que, bah, oui, on ressent quelque chose qui a le droit d'exister, et qui pour changer, pour évoluer et ben, nécessite une décision et une décision de changement. C'est pour ça qu'une fois que cette décision est là, c'est-à-dire qu'elle est pas forcément prise, mais qu'il y a une réflexion sur, et bien, sans doute qu'il faudrait que je fasse quelque chose. La grande question, c'est comment faire quelque chose? Quoi faire? Moi, j'ai envie de changer de poste, j'ai toujours rêvé à des choses, mais c'est pas forcément concret ou j'ai un projet concret, mais je sais absolument pas si je serais capable de le mettre en œuvre. Bah, c'est quoi la première étape selon toi, par expérience, de ce qu'on peut faire dans cette situation? Ouais, il semble assez commun à tous les accompagnements qu'on fait, que cela démarre réellement quand on se permet d'être un peu créatif, de pas trop se brider et d'essayer de faire la cartographie de tout ce qui est le champ des possibles. En utilisant alors des outils, qui peuvent être plus ou moins simples, mais qui consistent à, essayer de se projeter dans des situations où on est dans des zones de talent claires, qu'elles soient, rémunératrices ou non. Il faut d'abord bien tout lister, il faut essayer d'être créatif, afin de voir ce que l'on peut faire, ce que l'on aime faire, ce pour quoi on peut être payé, ce qui ferait du bien à notre communauté, à notre environnement, au monde. Ça c'est là je viens de prendre un peu le modèle de l'ikigai, mais on peut dire aussi, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce pourquoi j'ai des talents, ce pourquoi j'en ai pas. Enfin il y a tout un tas de grilles, qui peuvent nous aider à être créatifs et sans cette phase de créativité-là, on ne se met pas dans les bonnes dispositions pour faire un choix, hein. Le choix, c'est entre plusieurs options et donc c'est Qu'est-ce pas que tu parce que, appelles le oui, modèle de l'ikigai? Tu as cité ikigai, ça veut dire quoi? l'ikigai, c'est un quelque chose qui est à
est à la mode depuis quelques années, aujourd'hui, qui est une façon de voir la vie, qui nous vient du Japon et de l'île d'Okinawa, et qui, consiste à essayer d'avoir une raison d'être personnelle, une raison de se lever le matin. Et cette raison d'être, c'est le croisement entre ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce pourquoi je pourrais être payé, ce qui est utile au monde. Effectivement, quand on trouve quelque chose qui rentre dans ces 4 catégories, il y a véritablement un intérêt à essayer d'agir dans ce sens-là parce qu'on est, totalement, centré et utile et qu'on ne doit pas à ce moment-là se poser de questions sur à quoi bon. Voilà. D'accord. Ça permet d'explorer sans se brider, c'est ça? Ouais, l'idée très, très clairement, c'est que, tant qu'on ne se permet pas de penser au-delà du cadre dans lequel, on était jusqu'à maintenant, on ne se permet pas véritablement de réfléchir à sa transition. D'accord, il faut s'autoriser à être fou, quoi, à avoir des rêves. I il faut effectivement, regarder plus loin que simplement ce que l'on a toujours fait et il faut s'autoriser à réfléchir à sa vie perso en même temps qu'à sa vie pro. Il faut écouter les autres quand les autres nous disent, «Tu es très, très bon là-dessus», il faut pas dire que, «Bah, non, mais j'en fais pas aujourd'hui donc je prends pas». Non, il faut considérer toutes ces choses-là et en général, cette phase de créativité, elle est très intéressante parce que à partir du moment où on commence, elle est productive pendant un certain laps de temps et on parlait d'émotion, elle nous amène dans une phase, tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses sont possibles. Je n'en avais pas pris conscience, donc je peux résolument me tourner vers un changement à venir qui, me rende, optimiste et cet optimisme, nous, on essaye de le bonifier, de le faire, fructifier pour, trouver l'énergie, pour commencer à les étapes, extérieures lors de la transition, pas celles qui se passent uniquement entre ma feuille de papier, mon ordinateur, mes coachs et moi, mais celles qui, tiennent compte de la réalité, extérieure. En effet, c'est se passer du stade, heu heu, d'une émotion qui est, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, je le ressens, je sais et je ressens qu'il faut que je fasse quelque chose pour, me sentir mieux, à qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc explorer tous les champs des possibles, à finalement, sans doute sans doute que j'avais pas tout vu et que peut-être il y a des choses qui sont, effectivement, faisables. C'est une bonne nouvelle. Donc là, ça me donne une énergie nouvelle pour me mettre en action. Cette énergie nouvelle, elle permet d'être super optimiste, de voir, la vie en rose ou presque, de se dire qu'effectivement, heu, voilà, on peut éventuellement envisager quelque chose de manière concrète, et cette énergie finalement, comment on peut l'utiliser? Quelle méthode on peut utiliser pour démarrer? Est-ce que par exemple, il faut faire un bilan de compétences? C'est quoi la première étape? En fait, ce qui est important, c'est de se donner un plan d'action. On a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles, ça nous met en joie, super, mais derrière, il faut agir et agir, il vaut mieux prévoir un petit peu. Alors évidemment, il faut agir de façon, agile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, essayer de prévoir tout ce qui va se passer pendant les 6 prochains mois parce qu'on va être dans le faux très, très rapidement. Mais c'est plutôt de dire: «Mes actions à moi, elles doivent avoir un certain ordre, il faut qu'elles répondent à une certaine logique et je vais inclure à l'intérieur de mon plan d'action, les retours, que me feront les autres, les avis qui me seront donnés au fil du temps. C'est là que l'on commence à articuler sa démarche réseau, pardon. On cible des personnes avec lesquelles parler, on cible des entreprises sur lesquelles se renseigner. On sait qu'il est, intéressant de parler d'abord avec une personne qui va nous donner, des informations, mais qui ne seront pas forcément proches, spécifiquement des types de postes que je peux briguer parce que sinon, on va tout de suite avoir un enjeu fort dans l'interaction avec eux. Donc, si je suis commercial, je vais peut-être d'abord parler avec un qualiticien, avant de parler avec un responsable commercial. On organise les choses ainsi et puis on essaye de le faire avec une boucle courte. C'est-à-dire que, on essaye de tirer un enseignement, très rapidement de chacune des actions que l'on fait.
en intégrant les opinions, en valorisant les opinions qui nous viennent de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que l'extérieur a raison, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir raison tout seul. Donc il faut avoir raison avec l'extérieur. Pas si simple que ça, et ça c'est une démarche qui n'est pas tant que ça intuitive. C'est la raison pour laquelle, en général, c'est le moment où on intervient nous le plus en tant que coach ou en tant que mentor. C'est le moment où on va le plus aider ceux que l'on accompagne, à structurer leur démarche. Donc prévoir deux trois actions. Parce que en fait, la réalité peut être différente du projet, c'est ça? Exactement, exactement. Prévoir deux trois actions, intégrer les avis des autres, corriger la chose, même si c'est flexible, c'est un plan d'action. Nombreux sont ceux qui, oublient, d'avoir cette flexibilité et d'intégrer, le travail des autres. Alors évidemment, ça a des conséquences. La question que j'avais, c'est, je m'imagine, j'ai fait mon projet, j'ai été créatif, j'ai réfléchi à un certain nombre de choses que je voulais faire, les raisons pour lesquelles je voulais le faire, ça me parle. Tu parlais d'ikigai et de raison d'être professionnelle. J'ai trouvé un projet qui me botte, je me suis rendu compte que j'avais des compétences pour les activer, activer ce projet. Je rencontre donc des gens qui peuvent m'aider, soit me donner des conseils, soit, qui peuvent être des clients potentiels si je veux me lancer à mon activité, soit qui peuvent être des employeurs potentiels si je veux changer de job. Et là, je me rends compte, patatrac, que finalement, entre ce que j'avais imaginé et puis la réalité, il y a un écart. Est-ce que c'est foutu? Parce que là, Ouais. je me sens complètement déprimé. Comment je peux faire? Et en général, les gens que tu accompagnes, euh, qu'est-ce qui se passe dans cette phase-là? Comment rebondir? Alors, premièrement, il faut comprendre que cette phase-là, elle est obligatoire. J'avais plein de très, très belles idées à l'intérieur de ma boîte crânienne, mais la réalité, c'est pas ma boîte crânienne. Donc il y a toujours un écart et il y a toujours des moments où je m'aperçois que, j'avais plein de fausses bonnes idées. C'est pas parce que c'était des fausses bonnes idées qu'il fallait pas les explorer, et c'est pas parce que c'est des fausses bonnes idées que je dois ensuite, tout arrêter. Il faut que j'adapte, et donc après, ce passage, ces petites gifles que l'on peut se prendre parce qu'on s'était imaginé capable de faire, des choses que les gens que l'on approche, nous montrent, peut-être beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait ou pas aussi bien ciblées que ce qu'on pensait. Bah, il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi. Il s'agit d'analyser les faits, ce dont on dispose, d'accord? Cela ne remet pas en cause ce que l'on avait vu qu'on était capable de faire, cela ne met pas en cause, ce que l'on avait vu qu'on aimait faire, mais il faut intégrer les données qui viennent des autres. Alors ça peut être par exemple, la grande, déception que certains de ceux que nous accompagnons vivent lorsqu'ils s'aperçoivent que, un changement réel de secteur d'activité ou de fonction, va aussi générer probablement un changement réel de rémunération, et pas systématiquement dans un sens le sens du plus, mais parfois dans le sens du moins. OK, ben, on va voir ce moins, comment il se caractérise, comment il se mesure, qu'est-ce qu'il pourrait impacter pour nous? Est-ce qu'on sait le balancer, c'est-à-dire l'équilibrer avec d'autres choses? Et l'idée, c'est véritablement là de passer sur une phase où seuls les faits comptent, où on mesure, où on compare et où on prend des décisions, cette fois-ci non plus basées sur, un moteur, endogène, de recherche d'un sens, d'un plaisir, ou d'un pouvoir, mais sur un moteur exogène de, comparaison entre ce qui est possible et ce que je souhaiterais. Et on trouve toujours des compromis valables, on trouve toujours des compromis qui sont intéressants, mais on ne peut les faire que si véritablement on applique une démarche très neutre intellectuellement, rationnelle, nous permettant de finalement, valoriser les choses autrement, et cela nous donne une nouvelle piste, et cette nouvelle piste, elle est de nouveau une piste que l'on peut regarder positivement, qui va nous réouvrir des champs, de nouveau possibles, qui nous motiveront à aller, au contact des autres de manière organisée mais agile, et puis peut-être, là encore, percevoir des écarts, connaître des déceptions, les analyser et agir de nouveau. C'est un processus très itératif, c'est une succession de boucles, et lorsque nous sommes dans la partie, qui est en général la troisième partie de nos accompagnements où on pratique la démarche réseau, on refait un assez grand nombre de fois, ce processus-là, jusqu'à ce que finalement on obtienne des possibles qui sont tangibles, atteignables et qui sont comparativement proches de ce que l'on avait, imaginé, dans la partie, créative, de la démarche, jusqu'à temps qu'à un moment le compromis apparaisse, une évidence, et qu'on se lance et qu'on dise qu'on y va. Tu as des exemples,
sans forcément être nominatif, mais de personnes qui ont construit un projet, qui l'ont testé, qui se sont rendus compte que leur réalité et la réalité auxquelles ils étaient confrontés n'étaient pas la même, qui ont pris en compte cette donnée, qui ont adapté leur démarche et qui finalement ont mis en œuvre un projet qui n'avait peut-être, dans certains cas, rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé au début. On a vu beaucoup, hein, d'ailleurs dans tous les sens, hein, des personnes qui voulaient créer leur activité et puis qui, au final, après avoir créé leur activité, après avoir trouvé des clients, se sont trouvés tellement bien, dans leur relation avec un ou plusieurs clients qu'ils ont fini par, les intégrer pour du long terme ou indéfiniment. Donc ça, c'est une phase que l'on rencontre beaucoup, des personnes qui ont créé leur business, leur activité et puis qui travaillent, à temps plein ou à temps quasi plein, pour une seule société dans une seule fonction. Ça, on le retrouve, ce sont des processus qui prennent, 1 année, 2 années et puis qui s'établissent. On l'a vu aussi évidemment dans l'autre sens, pardon, des personnes qui souhaitaient, assez clairement une fonction donnée dans un environnement précis, avec, simplement 2 ou 3 boîtes possibles et puis qui, en faisant le chemin, rencontrant des personnes qui les amèneraient, vers ces options-là qu'elles avaient prises, s'aperçoivent que finalement c'est pas aussi motivant que d'autres choses, que certains petits chemins de traverse, qu'elles ont pris, qu'elles ont pu, emprunter parce qu'elles étaient disponibles, parce qu'elles ne travaillaient plus à ce moment-là et que ces chemins de traverse deviennent des autoroutes évidentes de satisfaction, de sens aussi et créent leur business autour de ça. Mais surtout, ce que l'on rencontre le plus, ce sont des personnes qui nous expliquent qu'elles sont faites pour être, telle fonction dans tel secteur et puis qui rencontrent, par la démarche de réseau, des individus qui leur disent: «Mais moi, vu ce que vous m'expliquez, je vous imaginerais plutôt à tel endroit, faisant cela» et puis, bah, elle l'intègre et l'intégrant, elle creuse aussi ces options-là et finalement se retrouve avec le choix d'une continuité ou d'un changement, d'une acceptation d'un état de réalité, qu'elle n'avait pas perçu d'abord et change de secteur, dans certains cas même en reprenant des formations pour pouvoir se sentir plus crédible, plus légitime, mais parce que les rencontres qu'elles ont faites dans leur démarche réseau, elles ont su les intégrer dans leur processus organisé et ça les a amenées à décider de nouvelles choses. Oui. Donc en fait, être ouvert à des options qu'on n'avait pas imaginées est plutôt quelque chose de souhaitable, d'accepter de découvrir que bah, ce qu'on va découvrir justement, c'est un peu comme Forrest Gump avec sa boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est quelque chose qui peut aider plutôt que de voir ça comme un échec. J'ai pas réussi à mettre en œuvre ce que je voulais. C'est pas ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément un échec. L'important, c'est de se mettre en action, c'est ça? C'est ça, l'important c'est de se mettre en action parce qu'en fait, les meilleurs plans effectivement sont des choses que l'on conçoit lorsque l'on est au calme avant d'agir, mais les meilleurs plans, ce sont ceux aussi qui intègrent, le principe même de l'action quand on n'est plus au calme et quand on est en plein à l'intérieur des choses. Alors, un grand philosophe, de la fin du XXe siècle, Mike Tyson disait, «Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'on se prenne le premier coup dans le museau». Il y avait, un célèbre, parolier et scénariste français, Audiard qui disait que, «Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis». Enfin, toutes ces choses-là disent la même chose. Il faut avoir un plan, parce que sans plan, on pourrait passer à côté des opportunités et des bonnes idées, mais ce plan-là ne vaut que s'il est capable de sans cesse muer et s'adapter à ce que l'on constate. Donc oui, le plus important, c'est la mise en action, suivie tout de suite après de l'ouverture pour comprendre ce que l'on est en train de vivre. Et effectivement, peut-être comprendre que, puisque tu es dans les citations, là, j'ai pas d'auteur, je sais pas s'il y en a un, mais que, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc accepter aussi le fait que, être accompagné, c'est pas forcément, un problème. Ça peut être juste, une bonne idée dans le plan d'action pour, se mettre en mouvement, et donc aussi, accepter que ce soit quelle que soit la forme de l'accompagnement que ça puisse paraître, enfin que ça puisse être, que ce soit, par des modules en ligne qui existent, par, le type d'accompagnement comme nous on peut offrir, hem, d'accepter de, finalement, de se dire, que j'ai pas forcément la solution tout seul et que, être aidé, accepter, c'est peut-être parfois, une des solutions, qui permet de se mettre en mouvement et d'avancer. Ouais, Cyril, pour moi, tu as tout résumé là, hein. Ce qui est clair, c'est que, une transition professionnelle, c'est une bonne idée de ne pas la faire seule et de ne pas la faire sans outils, ça c'est clair. Que ce soit, avec, des petits outils en ligne qui nous font réfléchir en nous posant les bonnes questions ou que ce soit avec
des accompagnateurs qui nous aident à passer d'une phase à l'autre avec efficacité et sans tergiversation, il est clair que dans un contexte de transition, un homme seul est mal accompagné. Et ça, c'était Gide, je crois. Le tout, c'est de le faire avec beaucoup de bienveillance et j'aurais presque tendance à dire avec amour, n'est-ce pas? Qui est sans doute ce que on a besoin quand on est dans une période d'incertitude. On a besoin d'être rassuré et je crois que l'accompagnement, c'est sans doute là qu'il est le plus important. Bah, écoute, Franck, merci beaucoup pour tous ces détails sur comment passer du rêve à la réalité pour changer de job. Et ben écoute, à la prochaine fois pour le prochain podcast. Avec plaisir, à la prochaine fois. À bientôt. Salut Franck.